Bonjour Alain Dillin. Bonjour Stéphane. Le patron de Nexity. Oui, parce que Vincent, qui sera avec nous tout à l'heure, il dit l'une des grandes fragilités d'Amazon, c'est quand même quand le patron est à ce point iconique, c'est-à-dire quand il a tout fait. Ah ben chez Nexity, c'est pas le cas, donc tout va bien. Hein. Si c'était là. Non, mais c'est-à-dire, c'est un sujet quand même. Quand on est parti, vous avez démarré Nexity au départ, quand vous fondez Nexity. À chaque fois, je me gourre. C'est Général des Eaux ou Lyonnaise des Eaux? Alors, c'est la sortie de la Générale des Eaux qui était devenue Vivendi. Voilà. Et je ne suis pas le seul fondateur, il y en a d'autres. Mais qui sont partis. Oui, on était. On ne le sait pas aujourd'hui. Il y a Stéphane Richard, par exemple, voilà, l'actuel patron d'Orange. Stéphane Richard, qui est resté 2 ans, et puis d'autres comme Jean-Louis Charon et d'autres personnes. On était une dizaine au départ, et puis ils ont dû avoir envie de faire autre chose, parce qu'en fait, ils m'ont laissé la place, et donc voilà. Mais au départ, vous me donniez les chiffres de départ de Nexity. Alors, c'est ce qu'on appelle un spin-off, enfin, c'est un LBO de la Générale des Eaux. C'est au moment où Jean-Marie Messier décide que l'ensemble de Vivendi doit se concentrer uniquement sur les médias et sur la tuyauterie de transfert d'informations, ce en quoi d'ailleurs il avait probablement raison. C'est le moment où se créent Vinci, Veolia, la Générale de Santé, la Générale de Restauration. C'est le moment où Foncia sort de la Générale. Mais on l'a oublié, dites donc Alain. Vinci aussi, en fait, c'est un spin-off de la Générale des Eaux. Veolia aussi. La Générale de Santé, la Générale de Restauration, Foncia après, un petit peu avant, et puis la création de Nexity en juin 2000, à quelques-uns, pour développer des activités immobilières, chiffre d'affaires autour de 300 millions d'euros à cette époque-là. Voilà. Ce qui était déjà pas mal. Et aujourd'hui on frôle les 5 milliards cette année. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est... Pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est pas une question de taille, c'est une question est-ce qu'on est utile, est-ce qu'on sert à quelque chose. Enfin, vous le savez, on a beaucoup déjà échangé ensemble. Tout à fait. Dans ces 20 dernières années. Je pense qu'une entreprise n'a de sens que si elle est utile à sa collectivité et dans le monde dans lequel elle exerce ses métiers. Donc, vous n'avez pas de doute là-dessus? Non, j'ai pas de doute, mais est-ce que la taille est forcément signifiante d'être meilleure? Je pense qu'une entreprise... D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire chez Nexity, c'est assez compliqué, c'est de faire et en même temps une grande entreprise parce qu'on veut intervenir sur la ville dans son ensemble et en même temps plein de petites entreprises parce qu'il faut être extrêmement proche du terrain. Nexity, c'est 150 métiers. C'est plus de 200 filiales. On ne va pas toutes les citer, mais c'est par exemple... 150 métiers? Oui, on peut les... Sur toute l'administration, en fait. Alors, sur la promotion immobilière de logement, pour les gens jeunes et pour les gens âgés, pour les primo-accédants, pour les investisseurs institutionnels, pour les investisseurs privés, mais c'est aussi du bureau, c'est aussi du property management. On gère, par exemple, pour le compte de propriétaires d'immobilier entreprise, plus de 20 millions de mètres carrés en France. Ouais. C'est aussi quelques filiales à l'étranger, en Pologne, en Allemagne. C'est de l'administration de biens. C'est 22 000 immeubles gérés en copropriété, syndic de copropriété, 1 million de personnes en... Ouais, donc effectivement, je comprends. C'est là où vous vous dites, voilà. Est-ce que la taille a du sens à ce moment-là? C'est ça. Alors qu'en fait, ce dont ont besoin les gens, c'est qu'on s'occupe d'eux individuellement, ouais. Et que ça soit dans le bureau, dans le logement. Ouais. À nos clients importants, un des vrais changements de paradigme de l'équation promotion immobilière, logement et bureau, c'est la collectivité. Les élus locaux, que ce soit Nexity, ils en ont pas grand-chose à faire. Ce qu'ils veulent, c'est avoir en face d'eux des gens qui comprennent leur ville, localement. C'est pas une puissance de négociation quand même? Ah non, c'est pas une puissance de négociation. Pas du tout. Non, la vraie qualité de nos métiers, c'est ce qui est passionnant dans l'immobilier, c'est que c'est une relation humaine. C'est est-ce que je suis capable de comprendre le besoin de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit une personne ou que ce soit une collectivité. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas penser mon métier de promoteur ou même d'administrateur de biens sans penser sur l'administration de biens, la rénovation énergétique, et de promoteur en pensant la ville de demain et quel type de population. Bien sûr. Donc, le poids permet de dire, et la taille permet de dire, si je prends un engagement avec vous sur une durée de 15 ans ou de 20 ans sur une ville, comme on l'a fait à Saint-Ouen, comme on l'a fait à Boulogne-Billancourt, comme on l'a fait à Marseille, etc., parce qu'on a des grands terrains qu'on va développer sur une longue période, ça a du sens. Mais dans la discussion, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la discussion d'homme à homme, je dirais, ou de personne à personne, de compréhension du territoire. Moi, je suis dunkerquois d'origine. Quand je vais à Marseille, celui qui doit parler avec l'élu à Marseille, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un qui est marseillais. Il faut que ce soit un Marseillais. Oui, il faut qu'il comprenne la culture du
de l'endroit où il est. Ouais. C'est pas juste une culture de pays, on vit pas de la même façon. Par exemple, construire un logement à Marseille ou à Dunkerque, tout simplement, mais ça va paraître évident à tout le monde parce qu'on va dire l'ensoleillement, mais les salons et les terrasses sont pas de même nature, les ouvertures sont pas de la même façon, etc. Comprendre qu'est-ce que c'est que la mixité dans un quartier, dans une zone, quelles sont les difficultés d'une ville, ça ne peut être que local. Donc la puissance d'un groupe, la taille d'un groupe n'a de sens. Elle a du sens pour ses actionnaires, elle a du sens parce qu'elle dit sur le long terme, je vais gérer des flux et donc si un marché est moins bon, l'autre va être meilleur. Ça, oui. Tout à fait. Ça, effectivement, c'est pour les actionnaires, comme vous dites. Mais pas dans ce que vous disiez tout à l'heure, la négociation au local. Le local, ça doit être fait par le local. Même si on est sur des projets, justement, comme vous le dites, si un maire aujourd'hui, et on va parler aujourd'hui de la difficulté que vous avez à obtenir des terrains, si un maire à un moment, il se trouve que moi, enfin j'en ai déjà parlé, j'habite à Clamart où il y a un programme en ce moment de construction qui est considérable, auquel d'ailleurs participe Nexity, mais j'ai l'impression absolument tout le monde. Bon, à un moment, vous avez cette libération dingue des terrains d'EDF, c'était des anciens terrains d'EDF. Forcément, celui qui cède ces terrains, il va être rassuré par l'importance du groupe, par la taille. Il est sûr que sur un programme immobilier considérable comme celui-là... C'est pas celui qui nous cède les terrains, en l'occurrence, parce que là, il s'agit de faire un chèque à un moment donné. Donc, une fois que c'est payé, c'est payé. Voilà. Ouais, celui qui va être intéressé, c'est surtout sur des opérations long terme de reconstruction de ville, ce qui est un des thèmes forts de Nexity. C'est en ça que la taille de Nexity a de l'importance. C'est lorsqu'on veut travailler sur des réaménagements de villes, comme on est en train d'imaginer de travailler, nous, actuellement, sur les villes moyennes. Hein. C'est un sujet dont on parlera Absolument. Entre les villes denses. Ah oui, très, très important. Voilà. Effectivement, il faut que l'élu local et la collectivité sachent que ça dépasse l'individu. Ouais. Ça dépasse ma présence dans le dispositif ou celle de nos collaborateurs ou de tel ou tel, et que le groupe a pris un engagement long terme. Maintenant, dans la pratique, ça doit être extrêmement... donc c'est un jeu entre grandes entreprises et entreprises décentralisées très light sur le terrain pour être très proche et très réactif. C'est pas si facile que ça. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Voilà, parce qu'au final, on est quand même 11 000 personnes avec tous les métiers qu'on exerce, et donc après, il faut coordonner tout ça. Et je suis pas en train de me plaindre, je dis simplement. Non, mais c'est très intéressant comme modèle d'entreprise, et ça me fait furieusement penser, c'est pour ça que vous le citiez tout à l'heure, à ce que raconte le patron de Vinci, qui dit lui aussi qu'il est finalement l'organisateur d'à peu près, je sais pas combien il dit, lui je crois que c'est 3200 PME. Peut-être. Voilà, et qu'il n'est jamais que celui qui coordonne finalement l'activité de 3200 PME. Quoi. Voilà, on ne va pas me comparer à un mastodonte comme Vinci. Hein. Nous, on est un tout petit à côté. Hein, donc voilà. Ouais, enfin, voilà. À partir de 5 milliards, si vous voulez, ça va. On ne les a pas encore fait. C'est pour ça que je suis content qu'on soit juste. Alain, donc, je ne sais plus si, peu importe, hein, mais vous êtes à la Fédération des promoteurs immobiliers. Non, vous n'y êtes plus. Hein. On y est depuis 5 ans. Oui. Bon, mais à la limite, ce n'est pas le sujet. Non, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que le sujet, à un moment, je vais le dire avec un tout petit peu de brutalité, je me demande si vous n'en avez pas assez, finalement. C'est-à-dire, je lis, donc... Crise violente, donc c'était la semaine dernière. Hein. Nous sommes devant une crise violente, durable, aucun signe d'amélioration. On parle de la construction, on parle du logement. Et la fédération dit il faut se mettre autour d'une table avec les élus locaux, l'État et tous les acteurs de la filière afin de faire sauter les verrous qui empêchent une production de logements neufs en phase avec les besoins des Français. Ça doit faire 10 ans qu'on se parle. J'ai l'impression que ça fait 10 fois. Ça fait 20 ans qu'on se parle. Ça fait 20 ans qu'on se parle. Vous ne les faites pas. Moi, j'essaie de tenir le plus longtemps la distance. Mais ça fait 20 ans qu'on se parle. Je ne partage pas totalement cette approche du sujet. Le constat, c'est qu'effectivement, si on parle de construction de logements neufs, on n'aura jamais aussi peu construit en France de logements neufs depuis 1974. Mais c'est à cause du Covid, c'est parce que ça s'est arrêté. Non, c'est pas à cause du Covid. La baisse de la production de logements neufs, elle est continue depuis 2017. Elle part d'un mauvais diagnostic politique, si je peux me permettre cette expression. Il faut absolument avoir plus d'offres. Hein. Vous vous souvenez de notre jeune ministre de Normandie Moi, je me souviens du choc d'offres. Voilà, choc d'offres. Choc d'offres, président de la République, c'était... Le choc de l'offre. Le choc de l'offre n'a pas de sens s'il n'est pas mis en face de quelle nature de demande. Quelle nature, et pour dire quelle demande, quelle population, à qui je souhaite m'adresser. Alors après, on va revenir sur le fait qu'il y a un blocage sur les permis de construire actuellement, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Fabriquer du logement que les gens ne peuvent pas acheter, parce qu'il est trop cher, fabriquer du logement là où on n'en a pas besoin,
parce qu'il est trop mal calibré, etc. Fabriquer des logements qui ne correspondent pas à l'évolution démographique, ben, tout ça, ça ne donne pas une capacité de répondre au problème de comment je loge les Français. La Fondation Abbé Pierre, on ne va pas le prendre en référence parce qu'il s'occupe principalement des très... Alain, c'est la poule et l'œuf, cette histoire. C'est-à-dire fabriquer du logement que les gens ne peuvent pas s'offrir parce qu'il est trop cher. Mais c'est bien en fabriquant massivement du logement qu'on fera baisser les prix. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Alors, on ne fera baisser les prix que si par ailleurs le prix de revient du logement baisse. Parce que je ne fais... Enfin, comment je pourrais... Si on le regarde simplement... Le marché du logement neuf en France est un marché de flux. Le promoteur, on va se le rappeler ensemble quand même, c'est quoi le métier ? Je vois un terrain, sur ce terrain j'essaie d'obtenir un permis de construire. Ouais. J'ai obtenu un permis de construire pour faire 200 logements à un certain prix, je le mets sur le marché, je fais de la vente sur plan, la vente en état futur d'achèvement. Tout à fait. Le client est là, je démarre la construction, le client n'est pas là, j'arrête la construction. Enfin, plus exactement, je ne la démarre pas. Donc, et vous la démarrez à quoi quand le programme est vendu à 50% ? À 70%. 70%. Donc, et comme ensuite, il me reste 30% à vendre sur les 18 mois qui suivent de chantier, je n'ai jamais de stock. Donc, je ne peux jamais être dans la situation en France où il y aurait une massification d'offres sur le marché et une demande qui serait faible. Et ce serait trop risqué que de, justement, essayer de se lancer dans cette massification de l'offre ? Ça n'est pas le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle qui est issu de la crise des années 75 et qui a dit, pour éviter que les prix ne flambent, c'était ça intéressant, on ne va produire que ce qu'on a prévendu. Pour éviter qu'il y ait un choc entre l'offre et la demande à certains moments, et ça a permis aux promoteurs d'avoir des marges faibles. La marge de Nexity dans les métiers de la promotion, elle est entre 8 et 9% avant impôt. Vous êtes en Espagne, prenons l'Espagne, notre pays voisin. Vous fabriquez, vous vendez après. La marge est obligatoirement de 15 à 20%, parce qu'il y a un risque de portage. Absolument. Donc ce risque de portage, il a eu un effet régulateur. Je comprends. Et donc la question aujourd'hui, c'est que, puisqu'on a le temps, prenons un peu d'exemple. Ouais, non, mais déjà, j'ai compris un truc. Prenons un peu d'exemple. Sur la marge et le stock. Je suis comme tout le monde et je dirais la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est même pas une question chez Nexity, c'est notre métier. Bon, donc je dois construire bas carbone et on est le premier opérateur bas carbone en France. Je dois faire du bois, on est le premier opérateur en bois. On doit travailler sur des matériaux, etc. Et on a la nouvelle réglementation thermique 2020 qui doit s'appliquer. D'accord, très bien, tout ça nous va très bien. Mais si ça a un effet augmentatif du prix, parce que la chaîne de production n'a pas eu le temps de se mettre en place. Alors heureusement. Mais ça a forcément un effet inflationniste, tout ça. D'accord. Mais est-ce que ça a un effet inflationniste sur le revenu des ménages ? Non. Est-ce que monsieur, madame Dupont, qui ont à eux 3 500, 2 700 euros, c'est la médiane, ils ont la possibilité de suivre une augmentation du prix de construction de 7% tout de suite ? Est-ce que si j'ai pas beaucoup de permis de construire dans une zone et que les terrains avec permis de construire sont rares, s'ils sont rares, ils sont chers. Et si les prix de terrain ont été multipliés par 6, par exemple en Ile-de-France, dans les 10 dernières années, pour qui ? Pour quel acheteur ? Ils ont été... Ouais. Et donc, au final, c'est un endroit, c'est un métier où... Enfin, c'est une zone de l'économie qui mériterait d'être régulée. Mais pas régulée par plus de taxes, plus d'impôts, plus de rentiers, mais qui serait régulée sur... Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays ? Est-ce qu'on veut une France de tous propriétaires ? Est-ce qu'on veut une France de tous bien logés ? Comment on fait baisser les prix ? Si je fais baisser les prix... Non, mais attendez, moi je veux que vous répondiez à la question, Alain. Comment je fais baisser les prix ? Parce que... j'ai des réponses insupportables à entendre sur le plan politique. Alors ? Densité. Sur un terrain... Construire plus haut avec des logements plus petits. Oui, parce que du coup, pourquoi plus petit ? Parce que dans 10 ans... 45, parce qu'aujourd'hui, entre maintenant, on parle tous les deux, on a un terrain. On va le livrer dans 3 ans. Dans 10 ans, 45% de la population française sera monoparentale ou personne seule. Pourquoi je fais des appartements familiaux de 5 personnes ou de 4 pièces en masse ? Les maires vont me demander ça. Bon, la démographie est un phénomène, la démographie et l'économie est un phénomène fort.
Comment je peux faire, quand je suis dans le logement social, de fabriquer du logement social, alors que par ailleurs, l'État vient me prendre mes ressources et me demande de vendre du logement social pour me payer mes futurs logements. Si je vends je ne suis pas le monde HLM, mais je parle pas pour leur compte. Oui, tout à fait. Ça n'est pas c'est une chaîne. Je ne peux pas regarder qu'un bout de cet endroit et pas l'autre. Entre la Fondation Abbé Pierre et nous, les opérateurs privés, entre les investisseurs personnes physiques et les investisseurs institutionnels, entre les populations jeunes et les populations moins jeunes, co-living et autres sujets, tout ça, c'est une seule pensée. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui après, on va répondre à un problème technique, pourquoi on n'a pas d'offre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension du monde politique? C'est que le monde politique, et notre président Macron, il n'a pas posé de sujet sur une France de propriétaires. Ça, c'était, par exemple, M. Sarkozy. Ouais. Une France de tous logés sociaux, c'était M. Hollande. M. Macron, il a dit qu'une seule chose, tous les propriétaires sont des rentiers. Et tout ce qu'on peut taxer, on taxe. Je vais prendre un exemple. Vous savez que le logement, ça coûte 40 milliards au budget de l'État. Un peu plus. Un peu moins, Stéphane. Voilà. Je vous attendais là-dessus. D'accord. Ça, c'est le plaisir du spécialiste. Quand même, j'ai l'air de bavarder, mais je me suis préparé un peu. C'était 40 milliards il y a 3 ans. C'est 38 milliards cette année. Ça, c'est les aides. Mais vous allez me dire combien ça rapporte. Vous allez me dire que ça rapporte combien? 70 milliards, c'est ça? Alors, ça rapportait il y a 3 ans 70 milliards, ça rapporte 80. Oui, mais Alain, à chaque fois, c'est le même sujet, évidemment. Mais comment je fais pour faire baisser les prix si je continue à taxer l'immobilier comme une valeur immobile? Comme toutes les activités qui sont taxées, si vous payez la TVA, les vendeurs de t-shirts aussi peuvent se dire qu'ils rapportent plus à l'État que ce qu'ils leur... Vous comprenez? D'accord, mais moi, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de me dire que si j'ai en face de moi une personne qui cherche à se loger en locatif ou à l'achat, elle a un budget qui est proportion de son pouvoir d'achat et de son niveau de rémunération. Si l'ensemble de la chaîne amène à ce que les prix augmentent de presque 10% dû aux taxes, presque 7% dû à la rénovation énergétique, presque 8% dû à l'augmentation des prix du foncier, à un moment donné, la population capable d'acheter, elle se résume à une toute petite frange de la population. Malgré la baisse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce que je fais de tous les autres? D'où d'ailleurs le fait que les investisseurs institutionnels sont en train de venir dans ce marché, parce qu'ils se disent au fond que il y a un rendement possible. Alors voilà, mais ça c'est important. Justement, je voulais vous interroger là-dessus, Alain, parce que investisseurs institutionnels, il faut expliquer, si vous les écoutez, c'est-à-dire une foncière comme Gessina, par exemple, qui se concentrait, très présente en Ile-de-France, qui se concentrait sur les bureaux. Là, Mecca Brunel, elle dit, ça y est, maintenant, on va... Est-ce qu'ils peuvent changer la donne? J'ai d'ailleurs un accord avec Mecca Brunel pour fabriquer pour elle du logement. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne? Parce que eux, pour le coup, ils ont les poches profondes. Alors, eux, ils ont une vision à long terme. C'est pas une question de poche profonde. C'est une question de savoir comment je fais payer un loyer qui soit compatible avec un prix de revient. Gessina, c'est une entreprise comme une autre, mais je ne vais pas parler pour Mecca Brunel, mais je peux le dire pour Nexity, par exemple. Si Nexity décide d'acheter des logements, ou si vous et moi on achète des logements, pour les mettre en location, on va attendre un rendement. Aujourd'hui, j'emprunte en tant qu'investisseur privé à 1,5, donc il faut au moins que j'ai 1,5 plus le risque locatif, plus un petit peu, mettons 2,5. 2,5 de rendement avec un loyer plafonné, parce que au-delà des contraintes politiques qu'on peut nous mettre sur le plafonnement des loyers, tout simplement les gens n'ont pas les moyens de supporter un loyer supplémentaire, ça déduit mécaniquement un prix de revient de mon logement. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que la fabrication du prix d'un logement neuf? C'est un terrain, un coût de construction, des coûts de distribution et une marge d'un promoteur. Et la TVA. TVA 20%, la marge du promoteur 8%. Alors, la TVA, j'ose pas dire qu'il faudrait la réduire parce qu'en Italie, elle est à 4%. Hein. C'est juste comme exemple. En Allemagne, elle est à 0 sur le logement. Mais c'est pas grave. En France, c'est 20%. La marge du promoteur 8%, 7%. Allez, parce que... Vous seriez dans un deal... Le prix de revient en augmentation, le prix de terrain avec des permis de construire rares, cher. Et en face de ça, donc l'équation, elle est complexe, elle est compliquée, mais elle part d'abord d'un premier sujet. Elle part d'une vision politique. Je veux France, je veux quoi? De bien loger. Une France de bien loger. Laissons tomber le côté propriétaire, locataire, machin, bien loger. Et qui je veux loger? Quelle est la population que je veux loger? Et cette population, elle a des niveaux de revenus différents, elle a des besoins différents. Et ensuite, je vais aller chercher l'argent là où il est. Et il va être où l'argent? Il va être chez les personnes physiques, et on voit la masse
de monnaie qui est aujourd'hui sur les comptes des épargnants, qui ont envie d'acheter de l'immobilier pour l'investir à condition qu'ils soient reconnus, à condition qu'ils soient reconnus comme des acteurs économiques. Elles sont chez l'investisseur institutionnel à condition qu'on lui permette... qu'ils soient reconnus comme des acteurs économiques. Ils ont quand même une sécurité absolue avec cet investissement-là, Alain. Ah oui, lequel ? Quoi, enfin, l'investissement dans la pierre, vous avez aujourd'hui... Ouais, Enfin, une sécurité que seules les dettes d'État vous donnent et vous n'avez pas de demi de rendement. Hein. Vous avez un rendement locatif qui peut être enfin, vous avez un coût de l'argent qui peut être couvert par votre rendement locatif. Voilà. Mais là aussi, dans certaines villes, c'est en train de muter. En région parisienne, par exemple, et sur les mutations de population, les sujets sont là. Mais qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur qui a touché 2% ou 3% de rendement locatif? Est-ce que c'est le maximum brut? On lui dit qu'il est rentier, qu'il doit payer des taxes, qu'au moment où il va vendre, il faudra payer des droits de mutation, et qu'en plus il a des déficits parce qu'il n'a pas de loyer, c'est pas imputable sur ses revenus. Cette histoire de rentier, c'était en comparaison à autre chose. Enfin, mais non, mais je comprends. En fait, Alain, le sujet, c'est qu'on est coincé de partout. Voilà. Donc décoinçons-nous. Oui, mais pas seulement sur le logement. C'est-à-dire, si Macron, à un moment, il dit les rentiers, c'est parce qu'en fait, il veut décoincer de l'autre côté pour l'ensemble de ceux qui prennent du risque et pour l'ensemble des entrepreneurs. Parce que là aussi, il est coincé. En fait. Faisons un mixte et arrêtons de caricaturer toutes les populations. C'est une forme d'ostracisme de dire que l'investisseur dans la pierre, c'est un rentier. Il est rentier de quoi? Mais il prend un risque. Non, mais vous avez un appartement en location? Vous en avez eu? Non, moi j'ai la chance d'être propriétaire, moi. Alain, vous avez la chance d'être propriétaire. Ouais, et si vous avez la chance aussi d'être investisseur, venez chez Nexity, on vous fera des conditions. Et si vous pensez que c'est si peu dénué de risque, et si vous pensez que vous n'êtes que gagnant, pourquoi vous ne le faites pas, Stéphane? Pourquoi vous ne le faites pas si vous pensez que c'est dénué de risque? Parce que ça n'est pas dénué de risque. Parce qu'on a fait ça. Parce que si un locataire paye, parce que si un locataire paye pas, si les travaux sont à refaire, si demain matin je dois transformer mon immeuble parce qu'il est acheté, je l'ai acheté il y a très longtemps et qu'il y a des coûts de rénovation énergétique, si je suis imposé à l'IFI, si je suis imposé au déficit foncier, et voilà. Et donc à un moment donné, pour que des gens aillent dans un secteur d'activité, il faut qu'ils en aient envie. Je pense qu'il y a donc on retombe sur les dispositifs de défiscalisation. On n'a pas besoin de défiscaliser. Je pense que le Pinel et tout ça, j'en ai pas besoin. Mais comment ça, vous n'en avez pas besoin? À chaque fois qu'il y a eu des grosses périodes de croissance. Dites-moi que lorsque j'achète que je mets un investissement dans la pierre pour mettre en location à des gens dont je m'engage à ce que ce soit les revenus les plus bas de ce pays, et donc à des niveaux de loyer qui soient des niveaux de loyer du logement social. Ouais. Je suis un investisseur, entrepreneur, comme n'importe quel investisseur, entrepreneur. Il suffit de le dire et le problème est réglé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis une entreprise et donc je suis ou à l'impôt des sociétés ou aux bénéfices industriels et commerciaux et je vais pouvoir déduire mes pertes de mes revenus. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin qu'on me donne en plus d'un avantage fiscal que par ailleurs, on va me taxer. Avec ça, on va me taxer 3,5 fois plus que ce qu'on me donne, hein, parce que quand même, on me donne un avantage fiscal en Pinel, c'est les fameux 38 milliards, et puis de l'autre côté, l'État encaisse 80 milliards de taxes. Donc c'est au moins le double. Donc on m'a donné 1 et on m'en prend 2. Dans lequel vous mettez la TVA quand même, hein, dans l'ensemble de vos taxes. Oui, comme toute activité économique. Comme toute activité économique. C'est la taxe à la valeur ajoutée. Absolument. Et d'ailleurs, c'est quoi la valeur ajoutée sur un loyer? Alors, on peut s'amuser beaucoup avec ces sujets-là. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver des solutions. Il y a des solutions, il y a vraiment des solutions pour faire baisser le prix du logement neuf. Il y a des solutions pour permettre à des élus de ne pas être en contradiction avec ce qu'ils disent et ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils disent, c'est on veut être écologique, on veut être développement durable, on veut permettre à la planète de mieux respirer. Et donc forcément, sur une zone donnée, si je ne veux pas faire de l'étalement urbain, je suis obligé de densifier un peu. Et si je densifie, c'est de donner plus de mètres carrés. La contrepartie, c'est par exemple de donner plus de mètres carrés sociaux et de plafonner les prix de vente de ces mètres carrés supplémentaires. Si demain matin, avec mes syndics de copropriété, mes 22 000 immeubles, on vient de le recenser, on fait une expérience, on va aller voir 11 copropriétés sur les 22 000 pour leur dire, on a repéré qu'on pourrait surélever votre immeuble de 2 étages. Si vous acceptez cette surélévation, on va vous donner de quoi payer la rénovation énergétique de tout l'immeuble. Voilà des solutions. Et si le maire nous donne cette possibilité de surélévation... Et de surélever de 2 étages, ça ne se fait pas à des prix qui sont... non, parce que c'est ça. Parce que je n'ai pas le prix de terrain. Ouais, d'accord.
j'ai juste de la construction. Alors, il y a un inconvénient pour la copropriété, et beaucoup de copropriétaires vont dire c'est que forcément ça va faire du désordre dans la copropriété pendant les 2 ans de chantier. Mais si en échange de ça, j'ai rénové énergétiquement tout l'immeuble, et que du coup, moi, quand je suis propriétaire, j'ai valorisé mon bien, bon, pour ça, il faut que quelque part, la ville me dise d'accord sur cette densité-là. Et quelque part, et c'est ces contreparties-là. Il faut aider les jeunes, par exemple. Oui, mais pour que la ville dise, parce que non, mais pour que la ville dise d'accord, il faut qu'elle ait elle-même, de la part des collectivités autour, les accords qui vont bien pour les transports, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour dans 10 ans, nous serons 4 millions de familles de plus en France. 4 millions de familles de plus en France. Si je ne construis pas de quoi loger ces gens-là. Non, mais ça, Alain, je vais où? Je vais aller sur l'existant. Et là, je vais avoir. Et là, je ne suis plus. Alors, si on revient à mon raisonnement de tout à l'heure, je voudrais pas nous deux, on se perd pas, mais je voudrais pas qu'on perde nos auditeurs aussi. On a dit que le logement neuf, c'est un flux, c'est-à-dire je ne construis que ce que j'ai prévendu. Donc, j'ai jamais de stock. Mais quand je ne construis pas et que j'ai un besoin de me loger, je vais sur le stock, c'est-à-dire le bâti physique des villes. Ouais. Et là, les prix. Ils continuent de monter. Et qui est-ce qui paye à chaque fois l'addition? C'est les revenus modestes. Ce sont les gens qui ne peuvent pas facilement se loger. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les terrains sont ce qu'ils sont et le prix de revient. Alors, le prix de revient sur toute la France, il est à 4 850 € moyen. Et là, les gens achètent en moyenne 65 mètres carrés. On ne parle pas de Paris ou de centre-ville, de grandes villes. Bon, ça, c'est le sujet. Donc, avec 2500 € par mois, j'arrive à me loger. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'apport personnel. On sait que les banques sont frileuses de crédit, etc. Mettons en œuvre quelque chose que nous, on a appelé premier toit, qui consiste à dire, j'achète en 2 fois. J'achète mon logement, et puis dans 15 ans, si je suis content, j'achète mon terrain. Et entre deux, je fais porter une partie de ce terrain par des investisseurs institutionnels ou par des privés qui vont y trouver un avantage parce qu'ils ne seront pas rentiers, seront considérés comme commerçants et ils pourront amortir leurs pertes. Voilà, je boucle mes sujets. Mais bon, ensuite, convaincre un élu de donner des permis de construire là où il ne veut pas les donner... Alors ça, c'est un peu le mistigris du truc, là. C'est-à-dire, à chaque fois, je reviens là-dessus, Alain, c'est retirer le permis de construire aux maires. Non, mais non. À un moment, et voilà, et à chaque fois, vous dites non, parce que vous en avez besoin de ces maires. C'est pas ça. C'est que le seul qui connaît ça... Ce que vous venez de décrire, Alain. Mais au moins que le maire... Alors, attendez, parce que ce que vous venez de décrire, bien sûr que... cette complexité, je crois que chacun a bien compris que tout se tenait et que on était devant une série de facteurs qu'il fallait vraiment imbriquer les uns dans les autres pour que les choses fonctionnent. À un moment, vous dites, il faut que ça devienne une espèce de grande cause nationale. Alors, et donc, boum, c'est le préfet, tac, il n'y a plus de permis de construire, pas du tout, et je construis massivement, et je fais un plan. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je ne pense pas qu'on ait besoin de construire massivement. Et je pense pas qu'on ait besoin... Comment ça, massivement? C'est quoi le chiffre? C'est 1 million de personnes mal logées aujourd'hui, oui, il faut reconstruire et il faut transformer aussi les logements anciens. Il faut permettre la rénovation de ces logements. Enfin, il y a 500 000 par an, c'est ça le rythme qu'il faut. Hein. C'est ça. 500 000 par an, mais avec 500 000 par an, vous ne comblez pas le retard. On est loin du compte. Et on est loin du compte. Mais revenons sur la problématique des permis de construire. Moi, je ne dis pas, et à aucun moment, je pense qu'un préfet devrait avoir autorité sur l'ensemble du sujet. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à la régionalisation, ou en tout cas d'avoir des instances différentes. Mais le sujet, c'est pas ça. Moi, j'ai une solution simple. Je suis le maire d'une ville, ou plus exactement, je suis une ville. J'ai fait voter ce qu'on appelle un PLU, plan local d'urbanisme. Excusez-moi, peut-être je suis trop... tout le monde connaît le PLU, non, j'ai aucun problème. Ça a été voté, ça a mis du temps, il faut en moyenne 3 ans pour faire un PLU. Tout le monde s'est penché dessus. La collectivité, les élus, l'administration et les individus de la ville ont eu à se prononcer. Ce PLU est là, et dans ce PLU, il est prévu qu'à tel endroit, on fera du logement avec un maximum de temps, et à tel endroit, on fera du bureau, de la logistique avec un maximum de temps. Je suis le maire, et je ne vous citerai pas la ville, mais je viens de le vivre. Je vends à Nexity un terrain pour faire du logement conforme au PLU, en 2017. En 2020, je suis le nouveau maire élu. Et je me suis fait élire sur un thème, fini la bétonisation, etc. Et donc je dis, j'applique pas le PLU. De quel droit? Oui, de quel droit? De quel droit? Du droit du juge.
Donc je suis obligé d'aller au tribunal administratif pour dire au juge, et non pas au préfet, mais je pourrais le demander au préfet aussi, mais ils ont autre chose à faire actuellement. Mais vous allez dans mon sens. Non, je ne le fais pas dans votre sens. Vous allez dans mon sens, vous retirez tout ça à des maires. Non, je leur retire qui sont dans le temps politique quand vous êtes dans le temps de la construction, comme vous dites, 3 ans, c'est la moitié du mandat déjà. Je me permets, je lui dis rien au maire. Je lui dis appliquez ce que votre collectivité, pas vous tout seul, mais l'ensemble de vos administrés, votre administration et la ville, qui ne change pas de nature parce que tout d'un coup le maire arrive. Eh bien si, parce qu'il va vous dire, il va vous dire ça. Mais oui, mais c'était une autre époque, Monsieur Dinin. Maintenant, c'est anti. Moi, je ne dis pas jamais vous m'entendrez dire qu'il faut retirer au maire l'autorisation de construire parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent leur ville. Mais je dis par contre au maire, le PLU, il vous est opposable. C'est-à-dire que vous l'avez fait voter dans un temps donné. Imaginons que dans quelques temps, je ne sois plus président de Nexity, que la personne qui arrive dise à monsieur machin, tiens, au fait, toi, il t'avait donné 100 balles, ben non, j'ai décidé que tu les avais plus. Mais non, mais c'est juste... La différence, c'est que c'est les actionnaires à ce moment-là qui sont propriétaires de l'entreprise. C'est la même chose. Le maire n'est pas propriétaire de sa ville. Oui, d'accord, il n'est pas propriétaire de sa ville. Je ne vais pas les défendre, hein, je fais de l'avocat du diable. Mais ce n'est pas le même maire qui modifie le PLU et celui qui l'a mis en place. Il a qu'à le modifier, son PLU, mais en attendant qu'il le modifie, qu'il l'applique. Et par exemple, si sur une zone donnée, on a décidé que sur cet endroit-là, on avait le droit de construire 100 logements, pourquoi est-ce que quand on demande un permis de construire pour 100 logements, on nous dit non, c'est 70 ? Là aussi, rendons opposable la décision de la collectivité. J'ai décidé, j'ai publié que je voulais faire 100 logements à cet endroit, je fais 100 logements. Et donc forcément, du coup, si je fais 100 logements sur le même terrain où j'aurais plutôt l'intention d'en donner 80, eh bien, mon prix du logement baisse. Mais alors, rendons opposable, ça veut dire 100 logements par rapport à 70, là encore, c'est le juge qui va trancher. Mais non, il ne faut pas que le juge tranche, il faut juste que les maires acceptent que leur PLU qui a été voté pendant que même s'ils étaient dans les positions, soit un PLU acceptable. Après, ça ne les oblige pas à faire de nouveaux projets, mais au moins que ceux qui sont lancés soient lancés. Ville moyenne, vous l'avez dit, Alain. Moi, c'était pendant le premier confinement, là, on voyait tous. Et je me disais, il y a un truc. Si on tire le fil du télétravail, en fait, on est pris de vertige. Et on se dit que ça pourrait résoudre une masse de problèmes considérables dans notre pays, notamment du fait, à un moment, de la possibilité d'aller vivre dans des villes moyennes, peut-être loin de son travail, mais pour énormément de gens, tout à coup, c'est une possibilité. Est-ce que quelque chose est en train de bouger là-dessus ? Alors, je ne le pense pas sur le plan de grands effets de masse. Ouais. Bon. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de villes moyennes qui ont besoin et qui vont pouvoir accueillir des gens qui sont dans cette réflexion-là. Pour qu'ils puissent les accueillir, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait de la logistique, il faut qu'il y ait des logements. Ça, je dirais, de façon très, peut-être arrogante, c'est mon métier. Je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est mon métier. Donc là-dessus, nous travaillons, nous, avec les villes, et on dit aux villes, si vous avez ce projet-là, nous, Nexity, on va venir travailler avec vous et voir comment on peut trouver des équilibres économiques qui permettent aux gens de venir, mais à condition qu'il y ait du boulot. Et puis, il faut aussi des écoles. Et il faut aussi des soins de santé. Absolument. Et il faut aussi des médecins. Tout à fait. Et peut-être un peu d'art et un peu de culture. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et ça, c'est pas notre boulot. Ça, c'est le boulot de la collectivité, de l'élu local, mais aussi du national, avec des affectations, etc. Donc là, on a un chemin. Et il me semble qu'il y a un chemin. Alors, il n'est pas de court terme, probablement à quelques années, 5-6 ans. On va voir effectivement quelques villes moyennes qui vont reprendre leur dynamisme. Mais ça n'est pas par le logement. Vous les appelez les villes cathédrales, je crois, c'est ça c'est parce qu'il y a souvent des cas de... Oui, non, mais j'ai trouvé ça pas mal. En fait, Reims, Chartres, etc. Voilà. Il y a des... Parce que ce sont des villes qui ont été, en fait, à certains moments, de vrais pôles d'attraction et qui les ont perdus parce que n'ont pas suivi l'économie, les transports... la santé, et voilà, c'est ça. Et on ne peut pas prendre le logement de ces villes sans prendre le reste. Donc l'avantage, et je reviens, vous m'excuserez de parler de Nexity, mais l'avantage de Nexity, c'est que comme on a la vision, on a l'approche globale, mais on a aussi les expertises globales sur l'ensemble de ce secteur, quand on va voir une ville, et on revient au sujet de la taille de début de notre conversation, bah forcément on a une certaine taille qui nous permet de dire, monsieur le maire, ou vous collectivité, on est ensemble et on est suffisamment visible
pour qu'on soit obligé de respecter nos accords. Voilà. Mais vous leur proposez de faire un espèce de saut important. Ils en ont besoin. C'est idiot, j'ai le terme de saut quantique en tête, parce qu'on dit ça comme ça. Non, ça met enfin bon, bref. Pas exagérer. Changer de dimension en tout cas, quoi. Voilà, changer de dimension en partie. Mais c'est-à-dire que c'est leur besoin. C'est aussi ça qui fera la ville de demain. Si on pouvait faire un petit peu de décentralisation, c'est-à-dire de faire que les villes se désengorgent un peu, ceci étant... C'est une des clés de notre sujet de ce dont on parle depuis plus d'une demi-heure. Là. Je sais que les Français sont spécifiques. Par contre, si vous analysez le monde dans son intégralité, la seule chose qu'on a vue, c'est les villes-centres s'étendre de leur ville-centre. Ouais. C'est-à-dire plutôt des pseudopodes, si on fait plutôt cette chimie-là, peut-être des extensions de villes que la ville elle-même. Hein. Y compris en Allemagne où c'est votre dernière acquisition en Allemagne, mais c'est quand même là aussi un modèle très particulier justement de ville moyenne, puissante. Moyenne, c'est 600, 700, 800 000 habitants. Ouais, alors bon, je ne sais pas si les Allemands doivent être un modèle sur beaucoup de sujets ou sur tous les sujets. C'est la mode de regarder toujours dans l'assiette du voisin. Ce que je peux quand même dire, c'est que sur la décision logement et sur l'autonomie des régions, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là. Un des thèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de dire, bon, si le national dit « je veux une France de bien logés », ensuite on bascule l'ensemble des aides et l'ensemble des sujets aux régions, qui elles-mêmes, selon qu'elles sont plus ou moins étendues, et on va dire que la région Île-de-France et la région Aquitaine, pas tout à fait les mêmes problématiques de densité, de circulation de population, etc. Et donc à ce moment-là, on peut avoir ce qui se passe en Allemagne, des adaptations région par région d'une politique. Je crois qu'une politique nationale du logement n'a pas de sens. Je crois qu'une attribution des finances nationales n'a pas de sens. Je pense que les sujets sont locaux, mais à ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait une pensée politique. Et la pensée politique en Allemagne, c'est pas la propriété, c'est le logement de tout le monde. Alors tout le monde n'est probablement pas bien logé en Allemagne, hein. Ne disons pas l'inverse. Mais quand même, la philosophie de l'Allemagne, c'est du logement pour tout le monde. Bon, ce qui n'est pas le cas en France. On est au bout, Alain, malheureusement. Voilà, je prends trop de temps. Mais non, mais on n'arrive pas à épuiser ce sujet d'une complexité effroyable. Et c'est quelque chose que vous notez régulièrement. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. L'ensemble des professionnels du logement, à chaque fois, s'étonnent. Là, vous dites, il n'y a pas eu de... Le logement n'est pas dans le plan de relance, etc. Il n'est pas dans le plan de relance. C'est hallucinant parce que c'est quand même le secteur c'est le deuxième secteur économique français. C'est là où les gens ont besoin... En une minute, ce serait quoi un plan de relance pour le logement, justement, après tout ce qu'on vient de décrire là? Où est-ce que vous mettez la relance? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas par quel bout la prendre, en fait. Je dis, par exemple, PLU opposable, je dis démembrement de propriété pour le premier toit, je vais dire plafonnement du prix des terrains en échange de plafonnement du prix de vente, je vais dire un peu plus de temps sur le développement durable, non pas pour gagner du temps, mais voilà. Mais ça, c'est un plan de ministre du logement, ça, Alain, c'est pas un plan de relance. Comme Ensuite, je décentralise les aides au logement et les taxes au logement, je les remets là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les régions. Mais on reprend 35 minutes pour faire le plan, si vous voulez. Non, à chaque fois, c'est ce qu'on se disait, c'est parce qu'en fait, c'est pas identifié dans les sondages. C'est ça le truc le plus dingue. Parce qu'en fait, le logement, il vient en bout de chaîne alors qu'il est au début. C'est d'abord l'insécurité, c'est les transports, etc. Oui, mais tout ça, en fait, est lié au logement. Simplement, on le met en bout de chaîne. C'est la ville de demain. Je pense que ça sera un vrai sujet de la présidentielle. En attendant, ils ont d'autres chats à fouetter. La période sanitaire est épouvantable. Le Covid, je ne sais pas si on sera un jour dans un moment post-Covid. En tout cas, ce dont je suis absolument sûr, c'est que ça ne sera jamais comme avant le Covid. Et donc, quelque part, c'est le moment de se dire ensemble, les hommes de bonne volonté autour de la table, que ce soit du privé ou du public, et si on essayait de penser ensemble. Si on essayait logement social et logement privé, si on essayait la collectivité, le privé, le public et tous ces sujets-là ensemble, plutôt que de se regarder tous par segments en disant il faut faire du logement social, il faut faire le Pinel, ça coûte trop cher, et voilà, c'est pas bien. Alain Dinin était notre invité sur Bismart.